Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc continuons sur notre trou noir en rotation. Alors il est possible de récupérer de l'énergie d'un trou noir en rotation. Imaginons la situation suivante. Donc, on a notre trou noir, on a l'ergosphère. Je trace ceci, la rotation est comme ceci. Et un voyageur de masse grand M transporte un objet de masse petit m, il plonge vers le trou noir, traverse l'ergosphère, mais pas l'horizon, il fait le tour, puis il sort et repart vers l'extérieur. Arrivé près du trou noir, il largue l'objet et le laisse tomber dans le trou noir. Le voyageur a alors perdu définitivement cet objet. Et l'énergie totale qui est cédée au trou noir est égale à la masse de cet objet, c'est-à-dire petit m, mc carré. Énergie relativiste. Mais le calcul montre que le voyageur de masse grand M en ressort avec une vitesse plus grande qu'il n'avait en entrant dans l'ergosphère. Il entre avec une certaine vitesse et on ressort plus rapidement. Et l'énergie cinétique gagnée par le voyageur est supérieure au petit mc carré. Et cette énergie cinétique, il peut la récupérer d'une manière ou d'une autre. Le trou noir gagne un peu de masse, mais sa rotation diminue un peu. Le calcul montre que l'énergie qu'il est possible de récupérer ainsi est vraiment considérable. Cela peut sembler aussi paradoxal. Comment peut-on puiser de l'énergie dans un trou noir alors que rien ne peut en sortir ? En fait, l'énergie récupérée ne vient pas du trou noir lui-même, mais du champ gravitationnel en rotation gelé autour du trou noir. C'est cette énergie que l'on pompe et qui ralentit la rotation du trou noir. Un peu comme freiner une toupie, mais sans pénétrer dans la toupie. Cette récupération a une limite. Elle est atteinte lorsque le trou noir cesse de tourner. Il devient alors un trou noir de Schwarzschild tel que nous avions décrit. Dyson avait ainsi imaginé une civilisation extraterrestre extrêmement avancée ayant construit une gigantesque sphère, appelée maintenant sphère de Dyson, avec un trou noir en rotation en son centre. La civilisation située à sa surface de la sphère, jetterait ses déchets dans le trou noir et récupérerait l'énergie considérable dont elle a besoin. Il est à signaler qu'on n'a jamais observé de sphère de Dyson dans l'univers. Parlons maintenant un peu des trous noirs réels, parce que jusqu'ici on a surtout parlé de trous noirs un peu théoriques. Les trous noirs réels ont quelques aspects particuliers qui n'ont pas été décrits jusqu'ici. Alors, la géométrie de Schwarzschild que nous avons vue représente un trou noir dit éternel, c'est-à-dire existant de tout temps. Il est évident que les trous noirs réels ne sont pas comme ça. Ils n'existent pas depuis tout temps, ils naissent à un moment donné. Ils résultent de l'effondrement d'une étoile, et au début, ce ne sont pas des trous noirs. Ils le deviennent après. Cela ne change heureusement pas beaucoup la description qui en a été faite. Une fois que l'horizon apparaît, une fois qu'il est formé, l'extérieur est exactement comme nous l'avons décrit. Et
Globalement, c'est toujours à l'extérieur qu'on discute, puisqu'une fois rentré dans le trou noir, on n'en sort pas. On ne peut pas observer ce qu'il y a dans le trou noir. C'est donc l'extérieur qui nous importe. On peut quand même en parler un peu. L'intérieur, juste après l'apparition de l'horizon, est décrit par une géométrie plus classique que celle des trous noirs que nous avons vus. Elle est décrite par une géométrie dite de Friedmann. C'est typiquement le genre de géométrie qui décrit l'univers lorsqu'on le considère dans son ensemble et de manière homogène et isotrope. C'est quelque chose d'assez familier. Ou alors une géométrie assez proche de celle de Friedmann, parce que tout dépend de l'équation d'état de la matière qui est en effondrement. Au moment de la formation de l'horizon, tout l'intérieur est rempli de matière qui s'effondre. Mais rapidement, la matière s'effondre vers le centre et la géométrie à l'intérieur devient semblable à celle que nous avons décrite. Toutefois, dans ce type de solution, il n'y a pas la zone dont nous avons parlé, pas de pont Einstein-Rosen, qui sont chers à certains auteurs de science-fiction. Il n'y a pas de tunnel vers un autre univers, pas de trou de verre. De même, on n'a jamais observé de mini-trous noirs, de tout petits trous noirs. Parce que les trous noirs qui se forment par effondrement d'étoiles extrêmement massifs. Et donc, des trous noirs de petite masse ne peuvent se former. Ils pourraient apparaître lors de la naissance de l'univers dans certaines formulations théoriques. Mais on n'en a jamais observé. Dans l'univers actuel, donc pas la naissance de l'univers, mais dans l'univers actuel, il n'existe pas de mécanisme connu permettant la formation de mini-trous noirs ou de trous de verre. Mais après tout, on ne sait pas tout et on n'a pas tout vu. Donc gardons l'esprit ouvert et surveillons attentivement ce que les étoiles nous réservent comme surprise. Voilà, on continuera encore un peu sur les trous noirs réels dans la prochaine vidéo et on aura fini sur la présentation des trous noirs. On parlera des disques d'accrétion. Je vous remercie.